qui seraient pas au courant sur la présence ou non d'un implant. Voilà. Je vous le dis tout de suite, il faut déconseiller aux gens, sauf si c'est une rencontre d'un soir ou voilà, sans conséquence, mais il faut déconseiller aux gens de se dire je vais mettre un implant, je ne vais pas prévenir ma femme. Vous voyez, on l'entend de temps en temps, je leur dis déjà votre femme elle va s'en rendre compte, vous avez une érection, ça faisait quand même un certain temps que vous n'en aviez pas, et donc ça n'a aucun intérêt, c'est que rajouter des problèmes là où on n'en a pas besoin. Donc il vaut mieux, si c'est un couple stable, que ce soit le fruit d'une discussion plutôt que de la dissimulation. La supériorité principale pour moi, c'est la taille d'implant qu'on peut poser, parce que je fais le maximum moi, pour essayer de mettre un petit peu plus de longueur que ce que je mesure, ce qui s'appelle oversizing. Et je vous rappelle une référence de 2007 qui nous apprenait que la première source de mécontentement des patients, ce n'était pas celle que tu avais dans ton étude, la complication, ce qu'on peut bien comprendre, mais là, dans cette étude-là, c'était la plainte de perte de volume de verge. Voilà. En sachant que les patients qu'on opère, c'est des gens qui ont un problème sévère, qui ont déjà perdu du volume pour cette raison-là avant. Et ensuite, nous, on leur met un implant. Et alors, si on leur met un implant semi-rigide ou malléable, comme le disait Maxime tout à l'heure, étant donné la pression constante qu'applique l'implant semi-rigide sur les tissus et le risque d'érosion glandulaire, dans le cadre d'un implant malléable, on s'applique toujours à mettre un tout petit peu moins long que ce qu'on aurait pu mettre avec un implant hydraulique. L'implant hydraulique, il est gonflé 2 heures par semaine. Ce n'est pas du tout les mêmes conséquences sur les tissus caverneux. Donc, comment est-ce qu'on fait l'oversizing? Bon, c'est essentiellement ce qu'on appelle le aggressive measurement, ce qui avait été décrit par Gérard Henry, c'est publié. En fait, ça consiste simplement à pousser le furlot quand vous mesurez, au lieu de juste mesurer du marqueur jusqu'au bout du gland. Et bien, en fait, vous allez pousser le furlot au maximum, comme si la verge était en érection complète. Voilà, ça vous fait gagner en général 1 cm. Voilà. Et donc, faire de l'oversizing, ça consiste à garder cette longueur-là et non pas la longueur standard mesurée comme on le faisait jusqu'à présent. Le résultat obtenu, c'est ça. C'est une verge qui, quand elle est gonflée, a l'air d'être en érection. Bon, je m'assure toujours que c'est bien fixé. Voilà. Donc cet implant hydraulique, il a quand même des défauts. Au bloc, la durée opératoire est accrue. Il y a plus d'étapes opératoires, donc on a plus de chances de mal faire. Et puis, il y a le risque lié au positionnement du réservoir chez le patient avec une entérocystoplastie, le risque vésical, le risque digestif, vasculaire. Je vous rappelle que dans le Campbell's, maintenant, c'est écrit noir sur blanc que chez les patients qui ont eu la prostatectomie, on est censé faire un contre-abord pour placer le réservoir. Uniquement chez les gens qui ont eu la prostatectomie au robot. Donc, c'est vraiment de l'excès de précaution à mon avis, mais il faut faire attention parce que maintenant les experts lisent fatalement un petit peu, et donc c'est écrit dans le Campbell qu'après prostatec au robot, on est censé faire une seconde incision pour le réservoir. Les défauts de l'implant hydraulique après l'intervention, c'est le délai de cicatrisation qui est un peu plus long. On sait bien qu'avec les implants semi-rigides, ça cicatrise assez vite, et notamment chez les patients qui ont des facteurs de comorbidité qui retardent la cicatrisation. Le risque infectieux, il est de surrisque par rapport à l'implant malléable, il est lié à la pompe. Et on a également le risque de dysfonctionnement au niveau du réservoir, avec des réservoirs qui se déplacent ou qui sont palpables si ils sont placés de façon ectopique, comme ce qui est recommandé de plus en plus maintenant, voire qui occasionnent des douleurs par le conflit qu'a le réservoir avec la paroi musculaire abdominale. Les complications à distance, comme l'a dit Ludovic, c'est des complications qui sont à prendre en compte. Mais les défauts principaux pour moi, c'est l'éducation, parce qu'on aimerait tous avoir des patients qu'on opère et qui disparaissent ensuite, enfin tous, peut-être pas tous nos patients, mais pas ceux auxquels on s'attache, mais on sait que quand on leur met un implant, c'est le début de l'histoire. Il va falloir leur apprendre, certains leur réapprendre, et donc ça parfois, ça peut être un peu laborieux, il y a des patients qui sont un peu plus compliqués à éduquer, ou qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit, parce qu'on ne leur dit pas bien aussi, peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, à mon avis, déléguer. Il n'y a pas, à mon avis, là, la place pour une infirmière qui va apprendre aux patients comment ça fonctionne. Je dis une infirmière ou un infirmier. À mon avis, ça fait vraiment partie du traitement. C'est vraiment important que le chirurgien qui a fait ça, qui a mis l'implant, soit là pour expliquer aux patients.
Ce qu'on peut aussi regretter avec les implants hydrauliques, c'est les appels en urgence pour les patients qui bloquent leur pompe, qui vous appellent, ils sont à l'autre bout du monde, la pompe est bloquée, comment faire? Bon, bah ça, avec un implant semi-rigide, on ne l'a pas, fort heureusement. Et puis, donc, il y a le risque de perte de fonction du système hydraulique, qui est à peu près programmé à 15-18 ans, d'après les fabricants, mais qui parfois peut survenir assez précocement, et notamment si le montage chirurgical n'a pas été terrible et que les tubulures sont un peu plicaturées. Donc là, ça vieillit plus vite. Et enfin, il y a l'encombrement du réservoir en cas de chirurgie successive, chirurgie abdominale, notamment les patients qui doivent bénéficier d'une greffe de rein ou qui vont subir des chirurgies d'ablation pour tumeurs. Parfois, donc on vous sollicite pas et le chirurgien se retrouve face à un réservoir, il ne sait pas ce que c'est. Je vous passe les histoires de ponction de kyste pratiquées par l'échographiste qui croit bien faire immédiatement au moment où il fait l'écho. Donc ça, évidemment, ça n'arrive pas avec l'implant malléable. Il y a quand même quelques indications pour l'implant malléable. Déjà, il y a le patient qui est motivé pour ça. Il y a quand même des gens qui disent, voilà, j'ai regardé à la télévision, j'ai vu le docteur Fex, j'ai vu le professeur Droupi, j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit, je veux l'implant malléable. Bon, ceux-là, on les laisse à leur décision. Il y a quand même moins de risques de réintervention. Et pour certains, au-delà du coût qu'évoquait Maxime, il y a aussi des gens qui veulent ne plus avoir à revenir vous voir. Il y a des gens qui habitent loin de là où vous vous trouvez. Il y a des gens qui veulent plus se faire réopérer, on le comprend. Et donc, quand même, il y a quand même moins d'entretien sur un implant malléable. Donc, la demande du patient. La deuxième indication, c'est la chirurgie de sauvetage. On ne va pas revenir, tout le monde en a parlé. La troisième indication, à mon sens, c'est la reconstruction complexe d'albuginés, soit la sliding technique, soit les chirurgies de la péronie un peu complexes avec des greffes, pour lesquelles, avec un implant hydraulique, on s'expose à une hernie de l'implant hydraulique sous la greffe. Ensuite, il y a le patient qu'a montré Ludovic, la dextérité, l'obésité, et puis les patients qui sont un peu déficients mentalement. Ceux-là, je ne suis pas certain qu'il faille les opérer. Voilà. Je vous le dis, j'en ai opéré pas mal au début parce que j'y croyais, j'étais content d'opérer, tout ça, mais plus ça va, et plus je me dis que c'est plus facile de leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'implant que de leur en mettre un et de leur expliquer ce qui se passe. Voilà, j'ai des histoires de chat, j'en ai des dizaines. Le type qui se retrouve surpris d'avoir eu un implant dans la verge à son réveil, il n'avait pas compris qu'il aurait quelque chose dans la verge. Bon, ils ont quand même le dessin, le schéma, le machin. Ah bon, mais j'ai quelque chose dans le sexe, il faut me l'enlever. Bon, des gens qui ne parlaient pas bien le français parce qu'ils étaient venus de l'étranger, mais aussi des Français. Donc, tout le monde on est tous égaux à ce niveau-là. Donc, les gens qui ne comprennent pas bien, je pense qu'il vaut mieux vraiment prendre vraiment son temps, voire prendre son temps pour ne pas les faire du tout. Et les gens qui sont limités physiquement, qui manquent un petit peu de force, qui sont un peu à bout pour l'anesthésie, tout ça, c'est pas certain qu'ils aient vraiment besoin d'une sexualité avec une pénétration pour être heureux. Voilà. Si c'est juste les opérer pour qu'ils se sentent comme avant, de toute façon, ils ne seront pas contents. Parce qu'ils ne seront pas comme avant. Voilà. Donc les conclusions, c'est les attentes du patient, ça doit être notre priorité. On n'est pas des poseurs d'implants, on est les médecins chez qui ils se tournent quand les érections ne vont plus. Pour la plupart, quand on arrive en bout de course, l'implant, c'est une bonne solution. Mais il faut vraiment apporter un grand soin à la consultation préopératoire pour bien comprendre ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire le patient qui voudrait sa verge de quand il avait 20 ans, celui-là, il ne l'aura jamais. Donc il faut qu'il puisse vous le dire, il faut lui donner le temps de vous le dire pour lui dire que ce ne sera pas le cas. Et bien comprendre ce qu'il compte faire avec son implant. Attention aux gens qui ont des attentes délirantes. J'ai vu à la télé, sur Internet, que j'aurais une plus grosse verge, plus longue, tout ça, parce que ceux-là, ils seront jamais contents. Et bien leur dire que, comme le disait Ludovic, les complications étant ce qu'elles sont, il n'y a pas de chirurgie en un temps dans la chirurgie des implants. C'est une prise en charge chirurgicale, mais ça peut nécessiter une retouche immédiate si l'implant est trop long ou trop court. Ça peut nécessiter une reprise plus ou moins tardive pour une infection, une érosion. Ça peut nécessiter une reprise même 10 ans après pour une perte de fonction. Voilà, donc il faut les prévenir de ça et donc choisir l'implant plutôt en fonction des attentes du patient. Voilà, merci. À toi Maxime. Donc il y a une petite conclusion, voilà. C'est ça? Oui. Merci. Voilà, oui. Je veux juste bien avoir les slides. Parfait, merci. On ne les voit pas. Parfait, ben merci beaucoup. Voilà, je pense que c'était... Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, on t'entend, mais on ne voit pas tes slides, donc on va...
C'est un fichier différent ou c'est la fin de ton fichier? C'est sur le même fichier. Donc c'est à la fin. Exactement, voilà. Merci. Moi, je l'ai en visuel, mais... Là, on ne l'a pas, manifestement. C'est à la fin de celui-là? C'est à la fin de ce fichier? C'est à la fin de mon fichier initial, oui. Il y a combien de diapos? Oh, il y en a 5, je pense. Ouais, bah, a priori, on les a pas, là. Vous les avez pas? Ouais, sinon, on le fait sans diapo. Oui, vas-y, Ouais, parce vas-y, que là, vas-y. manifestement, il y a un petit... Vas-y, on t'écoute. Ça va. Ok, bah donc, pour conclure en 2-3 minutes, je pense qu'on peut résumer que les implants malléables ont continué quand même à évoluer sur le plan technique et apportent quand même un meilleur résultat, une meilleure fiabilité et moins de complications qu'avant. Ça, c'est une première chose. Alors, l'implant gonflable, on est tous d'accord, reste le premier choix dans les cas classiques et dans la majorité des cas. Et je suis tout à fait d'accord avec les chiffres de Sébastien qui parle de 95% d'implants hydrauliques dans son expérience. Ça paraît tout à fait logique. Alors, je m'excuse, mais on m'a retiré les IA de mon écran, donc je dois juste ouvrir mon... Ah ben voilà, je les ai récupérés. Désolé. Donc, je disais, l'implant gonflable reste bien sûr le premier choix de façon générale, et pour la bonne et simple raison que la satisfaction est optimale chez le patient et chez sa partenaire avec cet implant. Je parle bien dans les cas classiques et pas dans les cas spécifiques de patients avec des BMI supérieurs à 30 ou 35 qui ne saura pas utiliser sa pompe. Alors, pour ces raisons, il y a effectivement des indications résiduelles de l'implant malléable. Elles sont dépendantes du patient, on vient d'en parler, de sa morphologie, de sa dextérité. Elles sont dépendantes de sa situation clinique. On a évoqué les procédures de sauvetage, on en a même parlé hier soir. Je pense que là, l'implant malléable est très intéressant. Il y a les cas de priapisme en traitement aigu du priapisme ischémique. Là, il y a une conférence à faire juste sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il y a une discussion, en tout cas une réflexion à avoir sur l'intérêt d'un implant malléable versus gonflable dans ces cas d'implantation précoce après priapisme ischémique. Et alors, Sébastien en a parlé aussi dans les procédures un peu plus techniques, sliding technique ou les manipulations d'albuginés supplémentaires dans des maladies de la péronie sévère, où là, il y a des risques de hernie, en effet, où c'est intéressant de penser à l'implant malléable. Alors, il n'y a pas de différence établie entre les implants Boston et Coloplast, donc entre la prothèse Spectra et Genesis. Il n'y a pas eu d'études randomisées, contrôlées et prospectives comparant ces implants, donc on ne peut pas définir lequel est le meilleur, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous les deux l'air d'avoir une bonne sécurité, une bonne efficacité et une satisfaction acceptable. Et les chiffres sont globalement identiques quand on les compare dans les séries séparées. Alors, dernier élément, et ça, je pense que c'est un message important, il y a une pression permanente imposée par le cylindre malléable, le semi-rigide, et donc attention à l'érosion. Il faut faire attention en particulier de ne pas oversizer comme on a tendance à le faire dans les implants gonflables. Il faut faire attention également dans les cas de priapisme où il y a eu des shunts distaux et où là ça majore le risque d'érosion évidemment. Et puis alors éventuellement attention chez les patients neurologiques qui ne sentent rien et qui ont des risques d'érosion majorés. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour cette intéressante session. Bien, merci beaucoup. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des... Donc au Maroc, a priori une question du Maroc. Vous nous entendez? Nous, on vous écoute. Allez-y, posez votre question. Le choix, c'est pour dire que le choix, puisque c'est pour les malléables innombrables qui ont été évoqués,
Donc le coût et surtout l'entretien et des fois des défauts quand on a des pièces de rechange, on a difficulté pour les avoir. A priori, si on comprend bien, effectivement, en fonction de la prise en charge financière, le coût et la disponibilité des pièces est bien sûr complètement différent d'un pays à l'autre. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non, ou dans la salle? Oui, avec plaisir. Je tiens le micro. Hein, parce que... Non, ma petite remarque de sexologue, je pense quand même qu'il est extrêmement important de travailler en collaboration uro et sexo et dans les deux sens. C'est-à-dire que nous voyons des patients qui sont en échec de tout, qu'on envoie, mais les patients qui viennent directement pour la mise en place d'implants, moi je pense qu'il est vraiment très 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 important qu'ils apprennent peut-être à s'en servir, ça c'est une chose, mais qu'ils apprennent à adapter leur vie sexuelle en fonction de ça et développer aussi une sexualité légèrement différente. Voilà, il faut bosser ensemble. Et une question de l'Algérie. On vous écoute, on vous voit. Oui, bonjour. En ce qui concerne la mise en place des implants malléables, qui sont souvent les seuls disponibles dans nos pays, est-ce qu'il peut y avoir des limites en péropératoire et un problème d'installation de l'implant malléable qui peut nous faire reculer en péropératoire? Donc des problèmes péropératoires qui feraient qu'on pourrait ne pas être à même de mettre l'implant malléable, c'est ça? Absolument, oui. Donc on peut poser la question à nos experts, la fibrose peut-être? Ouais, j'allais dire ça, effectivement. Théoriquement, il n'y a pas trop de difficultés attendues en dehors des zones de fibrose. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à faire des contre-incisions pour éviter d'avoir des crossovers, c'est-à-dire que la prothèse traverse le cylindre et passe de l'autre côté, voire sort de l'albuginé. Et des fois, on a des prothèses qui sortent carrément sous la peau, c'est pas franchement top. Donc quand on sent effectivement que la dilatation se fait difficilement, plutôt que de forcer, il ne faut pas hésiter à faire également un abord coronal, dégonter la verge, ou d'ailleurs faire un abord ventral, mais aborder directement le corps caverneux à l'endroit où ça bloque, l'ouvrir et parfois réséquer une partie de fibrose au sein du corps caverneux afin de s'assurer que le trajet soit effectivement le bon. Parfait, une dernière question. Sinon, c'est moi qui vais la poser à nos experts. Est-ce que vous nous dites qu'il faut adapter l'implant aux attentes du patient, et on est d'accord. Est-ce que vous proposez, vous expliquez, sinon les avantages et les inconvénients, en tout cas la technique des deux implants à tous vos patients, ou est-ce que c'est vous qui choisissez pour eux? Sébastien? Moi, c'est un peu moi qui choisis pour eux. D'accord. Je ne m'encombre pas de la description de l'implant malléable quand je sens que le patient il est à même de comprendre ce que c'est qu'un implant hydraulique et que je présume, a priori, encore une fois, c'est peut-être une défaillance, mais je présume qu'il sera mieux avec un hydraulique. Donc on passe sur l'implant malléable, c'est moindre risque de complications infectieuses notamment. Mais non, je m'adapte vraiment au patient. Et pareil, le patient dont je sens que l'hydraulique ce sera pas bon, je lui décris pas ce qu'il ne pourra pas avoir, quoi. D'accord. Ouais. Donc c'est toi qui choisis pour eux. C'est un peu moi qui choisis. Ils ne sont pas complètement informés des possibilités. C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Moi, je vais faire peut-être un tout petit peu différemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même exposer les deux implants. Et même s'il y a un patient qui est prêt pour une hydraulique, qui serait bon pour ça, mais qui a peur d'avoir des complications, qui est anxieux, qui préfère une solution plus simple, dans ce cas-là, je dis non, on peut toujours mettre une malléable, et si ça ne va pas, on pourra mettre un implant gonflable derrière. Mais ouais, vu comme ça, c'est un petit peu orienté. Ouais, Antoine? je rajouterais juste un mot. C'est quoi, je dis jamais semi-rigide parce que je trouve que c'est péjoratif. Parce que semi-rigide pour les patients, ça veut dire semi-érection. Enfin bon, je dis malléable toujours. Puis par contre, je leur explique toujours les deux parce que depuis que j'ai eu des petites procédures, on doit expliquer aux patients toutes les alternatives. Même si je pense, et je suis d'accord avec Sébastien, qu'il y en a très bien, on sent que l'implant gonflable n'est pas la solution et que l'implant malléable n'est pas la solution. Mais je leur montre quand même en leur disant que pour vous, je pense que. Voilà. On peut les orienter assez facilement. Comme, on peut de l'orienter. À ce sujet, quand même, on peut rappeler à tout le monde que dans la fiche AFU, il y a la description des différents implants et que les patients la signent. On leur remet pendant le. Il faut qu'elle soit commentée. Tout à fait, c'est vrai. Bon, merci à tous. On va passer donc à la maladie de la Peyronie, c'est ça, et voir ce qu'on peut faire depuis ou après le Xiapex. François-Xavier Madec, à toi.
Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va parler de la maladie de la Peyronie et surtout des alternatives au Xiapex. Le Xiapex, malheureusement, c'est un ex. Comme vous le savez, il y a eu un arrêt de la commercialisation fin 2019 et puis un retrait de l'AMM en France depuis mars 2020. Malheureusement, c'était quand même le Xiapex qui avait le plus haut niveau de preuve dans la maladie de la Peyronie. Il y avait des études de haut niveau de preuve, les études IMPRESS 1 et IMPRESS 2, avec plus de 3000 malades qui étaient contrôlés, randomisés, avec comme résultat une réduction de la courbure de 17%. Il y a eu également des études de phase 4 qui avaient confirmé ces résultats-là. Actuellement, le Xiapex il reste simplement disponible en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Donc on va commencer par les alternatives non chirurgicales. Ça va permettre également de replacer les différents traitements de la maladie de la Peyronie, à savoir traitements oraux, injections intraplaques, la traction thérapie, les ondes de choc, traitements combinés et nouvelles thérapeutiques.